Bonjour, exercice 4 sur les fonctions réciproques. Vous trouverez cet exercice en lien dans le descriptif de la vidéo, ainsi qu'un lien vers mon nouveau blog où vous pouvez trouver quelques documents. L'énoncé, la fonction petit f est définie sur grand I, qui est l'intervalle 0pi fermé en 0 fermé en pi, par f de x égale x facteur de sinus x sur 2. Question A, justifier que la fonction petit f est dérivable sur grand I. Question 1b, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Question 1c, étudier le signe du f' sur grand I. Question 2, montrer que f est une bijection de l'intervalle grand I qui est égal à l'intervalle 0pi fermé en 0 fermé en pi vers un intervalle j à préciser. Question 3, on appelle G la bijection réciproque de petit f. Petit a, étudier la dérivabilité de G, donner le domaine de dérivabilité de G noté grand D. Petit b, calculer f de pi sur 3, puis G' de pi sur 12. Question 4, le plan est muni d'un repère orthonormé au UV. C de f est la courbe représentative de f, C de G est la courbe représentative de G. Delta est la droite d'équation y égale x. Question A, étudier les positions relatives de la courbe C de f et de la droite delta sur grand I. Question petit b, calculer l'aire délimitée par les courbes C de f, C de G, les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. Correction, question A, justifier que la fonction petit f est dérivable sur grand I, qui est l'intervalle 0pi fermé en 0 fermé en pi. Alors on nous dit que pour tout réel x de grand I, f de x, c'est x facteur de sinus x sur 2. On a donc f qu'on peut écrire sous la forme d'un produit. Alors on va poser u de x égale x et v de x égale sinus x sur 2. U est une fonction linéaire, donc u est dérivable sur grand I. Pour la deuxième, j'ai dit que x, la fonction qui est x associée x sur 2 est linéaire, donc dérivable sur 0pi, fermé en 0, fermé en pi, d'image l'intervalle 0pi sur 2, fermé en 0, fermé en pi sur 2. La fonction qui est y associe sinus y, elle est dérivable sur 0pi sur 2, d'image 0,1, fermé en 0, fermé en 1, et par composé, v est dérivable sur l'intervalle 0pi. Donc les fonctions i et v sont dérivables sur grand I, donc f qui est le produit de u et de v est dérivable sur grand I. Question 1b, calculer f' de x pour tout réel x de grand I. Donc on rappelle que f de x est égal à x sinus x sur 2 pour tout réel x de grand I. Alors u de x égale x nous donne u' de x égale 1. Et v de x égale sinus x sur 2. Alors, sinus x sur 2, c'est sinus 1 demi de x. Donc, on va obtenir v' qui va être égal à 1 demi de cosinus x sur 2. Alors, f peut s'écrire u fois v, s'écrit même u fois v, donc f' égale u'v plus uv'. Formule classique. Tout ceci étant valable ici sur grand I. Alors, pour tout réel x de grand I, f de x égale x facteur de sinus x sur 2, donc f' de x va être égal à 1 multiplié par sinus x sur 2 plus x multiplié par 1 demi de cosinus x sur 2. Et donc f' de x va être égal à sinus x sur 2 plus x sur 2 fois cosinus x sur 2. Question 1c, étudier le signe de f' sur grand I. Donc maintenant, on a une expression de la dérivée. F' de x, c'est sinus x sur 2 plus x sur 2 multiplié par cosinus x sur 2. Alors, pour étudier le signe de f', ici, ce que je vais faire, c'est un raisonnement cas par cas. Évidemment, ça serait bien d'avoir un cercle trigo sous la main et puis de voir un peu ce qui se passe. Enfin, ici, ça devrait aller. Alors, une petite remarque, quand x vaut 0, sinus 0 sur 2, ça donne 0 plus 0 sur 2. F' de 0 va être égal à 0, de manière à peu près évidente. Et puis, si on s'intéresse à f' de pi, on va avoir ici sinus pi sur 2, ce qui vaut 1, plus pi sur
2 fois cosinus de pi sur 2 qui vaut 0. Donc on va obtenir pour f' de pi, on va obtenir 1. Bon, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer que x est compris strictement entre 0 et pi, ce qui nous donne que x sur 2 est strictement compris entre 0 et pi sur 2. Et dans ce cas-là, on sait que le sinus de x sur 2 est strictement positif. Bon, x sur 2, évidemment, est strictement positif aussi. Et cosinus x sur 2 est aussi strictement positif. Donc en fait, on va avoir les deux termes qui apparaissent dans f' de x qui sont strictement positifs. Donc la somme est strictement positive. Et donc f' de x est strictement positif, évidemment, lorsque x est strictement compris entre 0 et pi. Donc le cas 2, j'en ai parlé tout à l'heure, on calcule f' de 0 et on obtient 0. Et puis le cas 3, on calcule pour x égale pi et on obtient f' de pi égale 1. Bon, finalement, conclusion, la f' de 0 qui vaut 0 et f' qui est strictement positif sur l'intervalle 0 pi, ouvert en 0, fermé en pi. Question 2. Montrer que f est une bijection de l'intervalle i, qui est l'intervalle 0 pi, fermé en 0, fermé en pi, vers un intervalle j à préciser. Alors, on a vu que f est dérivable sur l'intervalle grand I, donc f est continu sur grand I. On vient de voir que f' de 0 égale 0 et f' est strictement positif sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0. Donc f est strictement croissante sur grand I égale l'intervalle 0 pi. f de 0, c'est 0 fois sinus 0 sur 2, donc on obtient 0. f de pi, c'est pi multiplié par sinus pi sur 2, c'est-à-dire pi fois 1. Donc f de pi égale pi. Et donc, on va pouvoir dire que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle i, qui est égal à l'intervalle 0 pi, fermé en 0, fermé en pi, vers grand J, qui est l'image de grand I par f, et en fait, on vient de trouver que c'est l'intervalle 0 pi grâce à l'image des bornes. Et donc, f est une bijection de grand I, qui est l'intervalle 0 pi, vers grand J, qui est aussi l'intervalle 0 pi, fermé en 0, fermé en pi. Alors, un petit complément, c'est la courbe représentative de f ici. Donc, dans un repère orthonormé au UV, et donc j'ai tracé la demi-tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 0, qui d'ailleurs est d'ordonnée 0, donc c'est au point O. Question 3, étudier la dérivabilité de G, donner le domaine de dérivabilité de G noté grand D. Alors G, je rappelle, c'est la fonction réciproque de petit f. Alors d'après le cours, on sait que f' ici ne s'annule pas sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0. Donc G est dérivable sur l'intervalle 0 pi, fermé en pi, mais ouvert en 0. F' s'annule en 0, donc G n'est pas dérivable en 0, qui est en fait ici f de 0. Donc l'intervalle de dérivabilité, c'est 0 pi, ouvert en 0, fermé en pi. Question 3b, calculer f de pi sur 3, puis g' de pi sur 12. Tiens. Alors l'image de pi sur 3 par f, c'est pi sur 6 sinus pi sur 6, puisqu'on sait que f de x, c'est x sur 2 sinus x sur 2. Donc f de pi sur 3, c'est pi sur 6 multiplié par 1,5. Il faut connaître les valeurs remarquables de sinus, cosinus et aussi de tangente. Ça serait bien. Et donc f de pi sur 3 égale pi sur 12. Donc l'image de pi sur 3 par f, c'est pi sur 12. Ce qui nous permet de dire que l'image de pi sur 12 par g, c'est pi sur 3. Donc on nous demande ensuite g' de pi sur 12. Alors g' de pi sur 12, ça sera, d'après le cours, 1 sur f' de g de pi sur 12. Donc g' de pi sur 12, ça sera 1 sur f' de pi sur 3. Et donc on va avoir besoin de la valeur de f' de pi sur 3 que j'ai calculé ici. Donc f' de pi sur 3, c'est sinus pi
sur 6 plus pi sur 6 cosinus pi sur 6. On se rappelle que f' de x, c'est sinus x sur 2 plus x sur 2 cosinus x sur 2. Donc f' de pi sur 3, c'est 1/2, plus pi sur 6, multiplié, cosinus pi sur 6 et racine de 3 sur 2. Alors, en mettant tout le monde au même numérateur, f' de pi sur 3, ça va être 6 plus pi racine de 3, le tout divisé par 12. Donc, on peut calculer maintenant g' de pi sur 12. Donc, on a dit tout à l'heure que g' de pi sur 12, c'est 1 sur f' de pi sur 3. Hein. Et donc, g' de pi sur 12, c'est l'inverse de ce qu'on avait trouvé pour f' de pi sur 3. Donc, on obtient 12 divisé par 6 plus pi racine carrée de 3. Question 4a, étudie les positions relatives de la courbe C de f et de la droite delta sur l'intervalle grand I. Alors, pour faire cela, j'ai considéré, donc la droite delta, elle a pour équation y égale x, et donc j'ai considéré une fonction auxiliaire que j'ai appelée h, qui est définie par h de x égale x moins f de x, et on va étudier le signe de h, et ça nous donnera les positions relatives de la courbe C de f par rapport à la droite delta. Et donc, pour toi, Lx de grand I, h de x, c'est x moins x sinus x sur 2. Et en plaçant x en facteur, on obtient x facteur de 1 moins sinus x sur 2. Alors, comme on travaille sur l'intervalle 0π, on pourrait faire la remarque que h de 0 vaut 0, notamment. Et puis, on verra tout à l'heure que h de pi sur 2, de pi, va aussi être égal à 0. Et donc ici, j'ai utilisé un raisonnement cas par cas, avec comme premier cas, x est strictement compris entre 0 et pi, pour avoir comme tout à l'heure x sur 2 strictement compris entre 0 et pi sur 2. Ce qui fait que le sinus de x sur 2 est strictement compris entre sinus 0 et sinus pi sur 2, car la fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ouvert en 0, ouvert en pi sur 2 ici. Et donc, sinus x sur 2 est strictement compris entre 0 et 1. Ce qui nous permet de dire, avec sinus x sur 2 strictement inférieur à 1, que 1 moins sinus x sur 2 est strictement positif. Or ici, x il est strictement positif, donc le produit des deux est strictement positif. Donc, ça permet de montrer que h de x est strictement positif. Donc, le cas x égale 0, h de 0, c'est 0 moins f de 0, et donc, ça donne 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Ensuite, quand x vaut pi, h de pi, c'est pi moins f de pi, donc ça nous donne pi moins pi, c'est-à-dire 0. Finalement, on obtient que h de 0 égale 0, que h est strictement positif sur l'intervalle ouvert 0, pi, et puis h de pi égale 0. Donc, on peut dire que la courbe C de f est située en dessous de la droite delta sur l'intervalle 0 pi ouvert en 0 et en pi. Et puis, la courbe C de f et la droite delta ont deux points d'intersection. Les points de coordonnées 0, 0 et pi, pi, c'est-à-dire le point O de coordonnées 0, 0 et le point que j'ai appelé P de coordonnées pi, pi. Question 4b, calculer l'aire délimitée par les courbes C de f, C de g et les droites d'équation x égale 0 et x égale pi. Alors en fait, ce domaine, il est défini par x est compris entre 0 et pi, et puis y est compris entre f de x et g de x, car nous venons de voir que la courbe C de f, elle est située en dessous de la droite d'équation y égale x, et donc par symétrie, la courbe C de g est située au-dessus. Donc ici, il n'y a qu'une seule zone coloriée, mais l'aire qu'on nous demande, justement, ça va être 2 fois l'aire que j'ai coloriée ici en bleu. Alors, les courbes C de f et C de g sont symétriques par rapport à la droite delta. Donc, la courbe C de f est située en dessous de la droite delta sur 0 pi. Donc, la courbe C de g est située au-dessus de la droite delta sur 0 pi. Fermé en 0, fermé en pi. Et donc, pour avoir l'aire du domaine E, là, c'est 2 fois l'intégrale de
0 à pi de x moins f de x dx. Alors j'ai appelé k à la moitié, l'intégrale de 0 à pi de x moins f de x dx. Alors x moins f de x, on l'a déjà rencontré, c'est h de x, et on a déjà obtenu une forme factorisée. Donc k, c'est l'intégrale de 0 à pi de x facteur de 1 moins sinus x sur 2 dx. Intégrale d'un produit, on n'a pas vraiment de formule. Alors ici, on va aller chercher une intégration par partie. Alors j'ai pas tout écrit, ce sera à vous de voir de poser cette intégrale, de voir quelles sont les fonctions qui interviennent. En général, on dit que c'est l'intégrale, par exemple, de u de x, v' de x. Alors ici, en fait, j'ai conservé le x et j'ai pris ici une primitive de 1 moins sinus x sur 2 qui est x plus 2 cosinus x sur 2. De ce fait, k sera la variation entre 0 et pi de cette fonction dont je viens de parler, qui est entre crochets, et puis moins l'intégrale de, on dérive x, ça donne 1, multiplié par x plus 2 cos x sur 2, dx, x plus 2 cos x sur 2, c'est une primitive de 1 moins sinus x sur 2. Bon, j'ai conservé le premier terme, j'ai simplement dit que j'ai développé, c'est x carré plus 2x cosinus x sur 2. Et ensuite, on va chercher une primitive de x plus 2 cos x sur 2. Alors, on en trouve une assez facilement, une primitive de x, c'est 1,5 de x carré. Et puis, une primitive de cos x sur 2, c'est 2 sinus x sur 2. Et comme il y avait un 2 devant, ça va nous donner 4 sinus x sur 2 comme primitive de 2 cosinus x sur 2. Comme je dis souvent de manière abusive, différence des crochets, crochet de la différence. Donc grand K, ça sera 1,5 de x carré, puisqu'il y avait x carré moins 1,5 de x carré, ça va nous donner 1,5 de x carré, plus 2x cosinus x sur 2, et puis moins 4 sinus x sur 2. Alors pourquoi faire cela? Je rappelle, c'est parce que la fonction qui apparaît ici, 1,5 de x carré plus 2x cos x sur 2 moins 4 sinus x sur 2 devrait être une primitive de la fonction de départ qui était x facteur de 1 moins sinus x sur 2. Donc vous dérivez la fonction ici qui est entre crochets, vous devriez obtenir x moins x sinus x sur 2. À vérifier. Alors, quand on va calculer la variation entre 0 et pi, on commence par donner la valeur pi. Donc, on va obtenir 1,5 de pi au carré, plus 2 pi cosinus pi sur 2, mais cosinus pi sur 2 vaut 0. Et puis, moins 4 sinus pi sur 2, et sinus pi sur 2 vaut 1, donc moins 4. Donc, la variation en pi donne 1,5 de pi carré, moins 4. Et puis en 0, en fait, on obtient 0, parce que 1,5 de 0 carré, ça donne 0. 2 fois 0 fois cos 0 sur 2, ça donne 0. Et 4 sinus 0 sur 2, ça donne 4 sinus 0, c'est R0. Bon, je rappelle que l'R de E, c'était 2 fois K, et donc on va obtenir pi carré moins 8. Petite cerise sur le gâteau, donc une animation avec le logiciel GeoGebra. Alors en fait, dans cet exercice, on ne demandait pas d'expression de g de y, pour un y dans 0pi, parce que ce n'est pas possible de le faire. Alors évidemment, comment faire pour obtenir, par exemple, la courbe représentative de g? Tout simplement, une fois qu'on a tracé la courbe représentative de f, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé le symétrique de c de f par rapport à la droite delta, ce qui fait qu'on peut obtenir ainsi la courbe de G. En fait, on peut aussi procéder comme je l'ai fait dans la fenêtre algèbre, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris un point M qui se balade sur la courbe C de F, et puis en traçant le symétrique de M par rapport à la droite d'équation y égale x, j'obtiens un point N, et je demande le lieu du point N avec
comme pilote, entre guillemets, le nombre t, qui est un curseur que j'ai créé entre 0 et pi. Tout en haut, je vous indique l'angle qui correspond, puisque c'est pas toujours fait évident avec les valeurs de t. Alors, si je me place en 60 degrés, qui correspond à pi sur 3, à un moment donné, on avait demandé, en fait, je crois, f' de pi sur 3. Si on regarde dans la fenêtre algèbre, on va trouver que le coefficient directeur de la droite Tm est environ égal à 0,95 là, et puis le coefficient directeur de la droite Tn, alors droite Tn c'est pareil, on peut l'obtenir par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale x de la droite Tm, et donc on a 1,0488, donc ça doit correspondre à des valeurs approchées des valeurs que nous avions trouvées dans l'exercice. À vérifier. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on peut se dire, tiens, là on n'est pas très proche, on est assez proche d'un coefficient directeur égal à 1, alors est-ce qu'on peut avoir des tangentes parallèles à la droite d'équation y égale x? Alors on va essayer de bouger un peu le curseur, et puis quand on bouge le curseur, quand on regarde dans la fenêtre algèbre, là on n'en est pas très très loin, pour 63 degrés, mais on n'y est pas encore. Et puis malheureusement, voilà, on n'obtient pas 1, mais ça veut dire que ça se passe pour un angle qui est compris entre 63 degrés et 64 degrés, qu'on pourrait obtenir des tangentes Tm et Tn parallèles à la droite d'équation y égale x. Bon, en général, on sait que Tm et Tm vont se couper sur l'axe delta. J'ai appelé K le point d'intersection des deux tangentes. Voilà. À un moment donné, évidemment, c'est confondu. Alors le point K, il est vers la droite là, mais à un moment donné, il va réapparaître, voilà, juste en dessous. Voilà, et puis ici on a le cas où la droite Tm est horizontale, donc la droite Tn est verticale. Ça correspond au cas où f est dérivable en 0, mais g n'est pas dérivable en 0. Voilà, une fois que les droites Tm et Tn sont pratiquement parallèles, le point K, lui, il change de zone. Il était ici, il est voilà, la correction de cet exercice 4 est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les futurs étudiants. Il me reste à vous dire au revoir.